Je vous présente aujourd'hui notre 403e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors la Hongrie ferme ses frontières naturelles attenantes à la Serbie afin de stopper net l'immigration clandestine. 175 km de clôture de 4 mètres de hauteur. Êtes-vous choqué? Non, mais je suis sceptique, en revanche. D'abord sur l'efficacité des 75 km, des 175 km de grillage, parce qu'il n'y a rien de plus facile à couper qu'un grillage. Sur 175 km, il faut encore avoir le personnel pour le surveiller. Puis il y a une chose qui m'étonne aussi tout de même, ça passe, paraît-il, par la Serbie. Enfin, il y a tout de même juste à côté la Roumanie, dont la frontière est encore plus longue, la Hongrie étant évidemment entourée d'autres pays. La Hongrie n'a pas de frontières naturelles, elle n'a que des frontières politiques. Par conséquent, ça peut venir de partout. À la vérité, cela souligne simplement un problème que connaissent bien nos téléspectateurs et nos auditeurs, parce que moi j'en parle depuis des décennies, à savoir que le grand phénomène de l'histoire du monde, c'est l'explosion démographique du XXe siècle, la population mondiale passant de 1 à 7 milliards d'habitants, entraînant évidemment toute une série de conséquences économiques, sociales, et en particulier les migrations de peuples véritablement massives, dont nous sommes, nous, directement menacés, parce que nous sommes en plus, l'Europe est sous-peuplée par rapport au reste du monde, et la différence de pression démographique va s'exercer contre nous. Bon. Alors ça passe par les frontières de la Serbie, de la Hongrie, de l'Italie, de l'Espagne, partout en quelque sorte. La pression va se faire de plus en plus forte, puisque le développement démographique du monde est en pleine ascension. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le gouvernement de M. Orban à cibler plutôt la Serbie, en prétendant que c'est de là, que par là que passent les migrants. C'est possible, mais s'ils ne passent pas par là, ils passeront par ailleurs. C'est comme la marée, si vous voulez. Ça me paraît, nous sommes dans une situation dont la plupart des gens ne mesurent pas la dimension ni la gravité. Et alors le pape François, de son côté, a invité tous les fidèles, je cite, à demander pardon à Dieu pour les personnes et les institutions qui ferment la porte à ces gens qui cherchent une famille, qui cherchent à être protégés. Que lui répondez-vous? Eh bien, qu'ils aillent au Vatican, que le pape les accueille au Vatican. D'ailleurs, ainsi, les gens qui sont partisans de l'immigration devraient être astreints à recevoir des familles immigrées dans leur appartement, dans leur villa de campagne, dans leur maison de campagne. Voilà. Bon, qu'enfin les responsabilités soient établies. Le pape nous donne évidemment une règle, énonce une règle religieuse, qui est celle de la charité universelle, mais il y a aussi une charité qu'on se doit à soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, que sa sainteté le pape me permette de lui rappeler ce dicton. Bien. Alors, 16 jeunes colons israéliens interpellés après un incendie ayant endommagé le sanctuaire chrétien de Tabgha. L'Église de Palestine y dénonce une atmosphère empoisonnée par le vandalisme antichrétien permanent. Il ne s'y passe pas un mois sans qu'une église ne soit profanée, et ce, dans l'indifférence générale absolue. Quel est votre avis à ce propos? Écoutez, le christianisme, c'est le ventre mou des religions. Par conséquent, malheur aux faibles. Et toutes les autres agressions qui sont commises contre le christianisme viennent d'horizons différents. Mais on peut se mettre d'accord contre les chrétiens, parce que eux, ils tendent la joue quand ils reçoivent une gifle. Alors évidemment, ils sont moins dangereux que les autres. Les autres ont tendance plutôt à être agressifs et réactifs quand on les attaque. Eh bien, les chrétiens, non, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Occident laisse mourir sous les tortures et les persécutions les chrétiens d'Orient en leur donnant même pas de bonnes paroles. Alors, le Washington Times révèle que ce sont les djihadistes qui ont utilisé le gaz sarin et non les troupes gouvernementales syriennes, n'en déplaise aux Fabius, BHL et compagnie. En doutiez-vous? Écoutez, j'ai exprimé mon doute de façon très claire au moment de ces événements.
et j'ai dit que c'était une campagne de propagande qui était menée contre le gouvernement Assad, et que rien ne permettait d'affirmer que c'était les troupes gouvernementales qui s'en étaient servies. On disait déjà, je pense que des observateurs de certaines ONG avaient révélé qu'il s'agissait en effet des djihadistes. Une action de provocation, de façon à attirer les gogos occidentaux à lutter contre leurs alliés, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné. J'avais prévu cela, je l'ai dit en son temps, mais vox clamantis in deserto. En France, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source, et ce, dès janvier 2018. Ainsi en a décidé le ministre des Finances, Michel Sapin. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que nos arrière-petits-enfants, on leur mettra une petite puce dans le cuir chevelu à la naissance, de telle manière que tout sera décidé par d'autres que c'est une restriction de la liberté. Ça peut faire les affaires du ministère des Finances, encore que ce ne soit pas sûr, ça va être très compliqué à mettre en œuvre, en effet, parce que les sources de revenus sont diverses, variées, difficiles à apprécier. Quand c'est bien sûr un traitement, moi je me suis retenu à la source par le Parlement européen, mon traitement de parlementaire européen est prélevé à 25% par le Parlement lui-même. Alors, retenu à la source, mais il y a bien d'autres, comment dirais-je, sources de revenus qui ne sont pas très faciles à apprécier et qui certainement donneront des soucis au ministère des Finances qui se succéderont. Alors, un soldat français de 30 ans, Jérémy Mortreux, a été poignardé à mort ce lundi à Digne-les-Bains par des clandestins d'origine albanaise. Aucun mot dans les médias français. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un parti pris de faveur à l'égard du phénomène général de l'immigration, une hostilité des mêmes milieux à l'égard des réactions nationales de défense des peuples, comme telles que celles que incarne le Front National en France, et que nous défendons de toutes nos forces en luttant contre l'intoxication intellectuelle et la manipulation de l'information, dont une des formes les plus pernicieuses est probablement le silence sur les événements qui sont de nature à contredire la thèse officielle du politiquement correct. Alors Bernard Cazeneuve, quant à lui, trouve 10 500 logements disponibles pour les derniers clandestins arrivés. Quelle opération miraculeuse, alors qu'on n'arrive pas à loger nos propres concitoyens décemment. Écoutez, on croit rêver. De temps en temps, le ministre de l'Intérieur promette plus de 10 000 logements et constituer ainsi un appel à une immigration supplémentaire, une espèce de promesse que s'ils entrent chez nous, ils seront logés, alors qu'évidemment le gouvernement est tout à fait incapable de tenir cette promesse, mais cet appel peut amener chez nous des gens, alors que nous savons très bien que sur les dizaines de milliers de demandeurs d'asile, il n'y en a qu'une certaine partie, encore qu'en France elle est très large, qui soit admise, l'autre est laissée sur le terrain, en clandestin, officiel en quelque sorte. D'ailleurs, on reconnaît, comment dirais-je, les clandestins officiels, puisque nous avons même un service de santé à leur bénéfice, la gratuité leur est offerte. Par conséquent, jusqu'où abusera-t-on de la patience du peuple français et de sa naïveté? Je ne sais pas. Mais les gouvernements, aussi bien de droite que de gauche, depuis 40 ans, sont responsables de l'invasion migratoire dont ce pays souffre et qui n'est, hélas, qu'au début de son commencement. Alors François Hollande sifflait, voire huait à l'occasion des 24 heures du Mans qui se déroulaient le week-end passé et réunissaient 266 000 spectateurs. N'y a-t-il donc rien qui le décourage? Ben non, lui il fait son job et il fait sa campagne. Il est en campagne permanente et il doit dire qu'il mouille sa chemise, il se donne du mal. Et bien, il est évident que de temps en temps ça permet à quelques citoyens de s'exprimer à son égard, à l'égard de ce qu'il représente. Plus peut-être qu'à sa personne elle-même. Mais le président de la République, en effet,
doit s'attendre à recevoir ce genre d'accueil de plus en plus souvent, peut-être même au 14 juillet, ou des circonstances comme celle-là, où il est évidemment, on peut le dire, en première ligne. Ça ne grandit pas notre pays, mais ça permet quand même à certains de se soulager d'une ire légitime. Alors, vendredi dernier, vous avez assisté à une audience devant le tribunal de grande instance de Nanterre où vous contestiez la suspension de votre statut d'adhérent ainsi que vos attributions en tant que président d'honneur du Front National. Que pouvez-vous nous en dire, Président ? Écoutez, d'abord, le tribunal de grande instance est le juge des associations. C'est on peut dire l'instance d'appel des associations, et c'est donc tout à fait normalement que j'ai fait appel d'une décision prise à l'encontre de l'adhérent à 1000 euros que je suis, et donc je précise aussi que je ne considère pas du tout que l'interprétation qui s'est étendue à la présidence d'honneur soit légitime. Je crois que c'est une violation de mes droits, enfin une violation de la réalité juridique. J'ai été nommé par un congrès et conforté par un deuxième congrès, en quelque sorte, puisque personne n'a mis en cause la présidence d'honneur. Par conséquent, je suis président d'honneur, avec les prérogatives qu'attache cet article 11 de nos statuts, qui sera peut-être supprimé par, là nous en reparlerons peut-être, par une voie que je conteste aussi, ce que j'appelle le congrès postal, n'est-ce pas ? Mais c'est pour l'avenir. À la vérité, la personne qui est visée par ce changement de statut, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen. Il arrive que quelquefois, quand on manipule les armes, qu'on ne sait pas très bien s'en servir, on se tire une balle dans le pied. Bien, alors Bruno Gollnisch et vous-même, tous deux élus députés européens Front National, ne feraient pas partie du groupe FN au Parlement de Bruxelles. Vous en doutiez-vous, Président ? Ben non, je dois dire que j'ai été étonné, pas mal de gens sont étonnés, que le président fondateur du Front National, qui est au Parlement européen depuis plus de 30 ans, oui, soit écarté du groupe parlementaire qui vient de se constituer. C'est une manœuvre provocatrice, me semble-t-il, mais révélatrice aussi des intentions de ceux qui en sont les promoteurs et les exécutants. Alors, Bruno Gollnisch, c'est différent. Lui aurait pu faire partie du groupe, mais il a précisé de manière très claire qu'il ne ferait pas partie d'un groupe qui interdisait à Jean-Marie Le Pen d'en faire partie. Voilà. Ça, salut à notre ami qui est un loyal compagnon, fidèle, solidaire. Il n'est pas le seul, parce que Dieu merci, il y en a quelques autres à qui nous avons donné le conseil et même la consigne de rester à l'intérieur du groupe pour n'en sortir qu'en temps utile. Bien. Alors en tout cas, je vous remercie de m'autoriser à rappeler que demain, samedi 20 juin à 15h, place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement de Paris, se déroulera une manifestation en soutien aux chrétiens d'Orient et d'Afrique massacrés, génocidés. Merci. Ça, il faut vous reconnaître la fidélité dans vos prises de position et le dévouement, parce que il n'y en a pas beaucoup parmi les chrétiens français qui se donnent tout le mal que vous vous donnez, mais ça, ça ne m'étonne pas de vous. Merci. Je connais vos sentiments et votre caractère, et c'est un bel exemple de réaction à l'égard d'une injustice terrible, de martyrs qui se déroulent sous les yeux indifférents de la communauté occidentale et chrétienne, enfin au moins en titre. Oui, merci. Alors vous avez tweeté à propos des derniers résultats des candidats du Front National aux élections partielles de dimanche passé. Vous avez tweeté Mann, Tessel, Manet, Tessel et Farès. Pouvez-vous éclairer vos nombreux suiveurs sur Twitter, dont beaucoup se sont interrogés quant à la signification de cette phrase? Oui, alors évidemment, ce serait trop long de raconter toute l'histoire, mais je vais essayer d'être bref. C'est le roi de Babylone, Balthazar, qui était assiégé d'ailleurs par les Perses et les Mèdes, et notamment par Cyrus, pour se donner en quelque sorte, pour montrer qu'il ne craint rien, donne un banquet de 1000 couverts. Et au cours de ce banquet,
il va se faire apporter les vases sacrés pris dans le temple de Salomon par Nabuchodonosor, son père. Et il va boire, ce qui constitue évidemment un sacrilège, un blasphème affreux. Et au même moment, il voit apparaître sur le mur une main qui n'a pas de corps, mais qui écrit 3 mots, Mané, Tessel, Phares. Ce n'est pas du perse. Alors il se fait traduire ça, je crois que c'est par Daniel, qui est son interprète juif, et qui lui dit, ça veut dire compter, peser, diviser. Comptez, votre règne n'en a plus pour longtemps. Pesez, vous ne faites pas le poids. Et divisez, votre empire sera divisé. Et il va l'être, puisque dans la nuit même, Balthazar sera tué, et Cyrus nommera le maître Darius comme chef de Babylone, de Babylone. C'est une histoire extraordinaire, c'est un avertissement. Voilà. Tenez-vous-le pour dit, voilà, ce que vos actes entraînent forcément des conséquences qui risquent de vous être défavorables. Bien, alors merci pour ces précisions. Bon. Je ne suis pas complet, m'en excuse auprès des spécialistes, mais ce serait trop long de raconter toute l'histoire. D'accord. Alors, quid de vos lectures? Ah, j'ai eu des lectures. D'abord, une relecture, parce que j'ai relu le livre de Pierre Guillaume, lieutenant de vaisseau, dont le titre est superbe, n'est-ce pas? C'est « Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon honneur à moi », et qui est le récit de la vie d'un homme qui a consacré sa vie à sa patrie, aussi bien d'ailleurs dans la marine dont il était officier, qui a obtenu que de passer de la marine dans l'armée de terre, ce qui est rarissime, lors de la mort de son frère, capitaine de parachutiste Perret-Rouge, et Pierre Guillaume, qui était officier de marine, lieutenant de vaisseau, a demandé à prendre la place de son frère. Et il a donc été nommé capitaine de parachutiste, et il a fait une partie de la guerre d'Algérie sous ce béret rouge. Alors c'était un livre passionnant, évidemment. C'est le récit d'un grand échec qui est celui de la France et de l'Algérie française, qui ne finit pas de vibrer dans l'histoire de France, à lire et à relire. Et puis, un livre aussi par un ancien militaire, c'est Jacques Hogarth, un colonel qui commandait la partie de l'armée française au Kosovo. Une opération du Kosovo qui a été une agression délibérée de la Serbie par les États-Unis d'Amérique à travers la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Et il raconte comment il a été le témoin du soutien apporté à l'UCK, c'est-à-dire l'organisation mafieuse et terroriste, dit-il, kosovare, albanaise, et par les alliés, quelquefois même opérant militairement aux côtés des terroristes albanais. Et c'est un bon exemple pour les Français. Le Kosovo, qui était là le berceau historique de la Serbie, s'est progressivement dépeuplé au bénéfice d'Albanais, d'une immigration albanaise devenant de plus en plus nombreuse, de plus en plus agressive, et avec la complicité de l'Occident, eh bien cette province serbe a été au mépris des traités, arrachée à la Serbie, et constitue aujourd'hui d'ailleurs sans doute une des plateformes mafieuses les plus importantes du monde. L'Europe est morte à Pristina. C'est un livre de Jacques Hogarth, un petit livre, mais passionnant à lire. Et puis, je n'ai pas encore lu, mais je viens de le recevoir, de mon ami Bernard Lugan, Osons dire la vérité à l'Afrique. Alors, je le commenterai bien sûr après l'avoir lu, mais je sais déjà quelle est la thèse de Bernard Lugan, qui a démontré sa perspicacité et son sérieux
dans l'étude des problèmes africains en particulier. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois si vous le permettez. Avec joie. Bien alors demain, Président, vous fêterez vos 87 printemps. Quelles sont vos impressions? Je croyais que c'était 67, non? Ah oui, pardon, je me suis trompée. D'accord. Non, hélas, vous ne vous êtes pas trompé, mais quelquefois je m'imagine que... Bien alors vos impressions sur tout ce parcours, cette vie, en 2 mots? Moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne regrette rien. Après tout, je me suis efforcé de suivre une ligne droite. Je sais très bien que ça paraît naïf aujourd'hui, où les subtilités se substituent à la rigueur, mais c'est ainsi que j'ai été formé, forgé en quelque sorte, formaté par mes maîtres, ma famille, mes maîtres, et puis la vie. Et je continue dans cette voie, tant au moins que le patron ne me rappellera pas auprès de lui. Non, possible. Alors permettez-moi de vous souhaiter un très heureux anniversaire avec un jour d'avance et aussi de vous embrasser. Oh, oui, joyeux anniversaire. Merci.